Mesdames et messieurs, je dois d'être ici présent à mes amis Jacques Glowinski et Michel Imbert. J'allais dire mes vieux compagnons de route, mais peut-être est-il inutile de dire vieux, enfin mes compagnons de route que j'ai beaucoup appréciés. Alors Yves Laporte, je ne l'ai guère connu, comme la plupart d'entre vous, dans l'exercice des brillantes fonctions qu'il eut à l'université, tout aussi bien qu'au Collège de France. Mais dans un contexte tout à fait différent, celui du conseil d'administration de la Fondation Singer-Polignac, conseil d'administration auquel je fus convié en 2002 par M. Édouard Bonnefous, qui en assurait alors la présidence. Édouard Bonnefous me permettait donc de faire la connaissance d'Yves Laporte, comme Michel Zinc, je crois, le disait tout à l'heure. Mais peut-être est-il utile que je dise quelques mots de la Fondation Singer-Polignac. Elle est due à la volonté de la princesse Vinaretta de Polignac, épouse du prince Edmond de Polignac, mais surtout fille de Isaac Mérite Singer, inventeur des machines à coudre, et donc dotée d'une immense fortune. Et elle décidait de perpétuer son mécénat, un mécénat très actif dans les arts, dans la science, etc., depuis le début du siècle, en s'aidant du président Poincaré, qui faisait voter par l'Assemblée nationale la création de la Fondation Singer-Polignac, second établissement public voté par l'Assemblée nationale. Et c'est une fondation très curieuse, car elle est indépendante et elle vit sur des fonds exclusivement privés, c'est-à-dire ceux que la princesse déposait en 1928 et dont les intérêts permettent jusqu'à ce jour de poursuivre un mécénat qui n'est pas négligeable. Il va sans doute vous être agréable de savoir que les relations du Collège de France avec la Fondation Singer-Polignac sont étroites, puisqu'on peut noter qu'à la suite du président Poincaré, qui fut son premier président, on vit Joseph Bédier, Edmond Farral, Étienne Wolff, vos aînés, en qualité de président, et que les membres du conseil que j'ai le plaisir d'avoir autour de moi sont André Miquel, vice-président, Michel Zinc, secrétaire perpétuel, Pierre Corvol, Antoine Compagnon, qui sont partenaires de Mme Carrère d'Ancos et de Max Gallo de l'Académie française. Yves Laporte, il représenta le collège pendant 30 ans. Et à mon sens, c'est un record qui n'a jamais été battu, car il a rejoint le conseil d'administration en 1981. Il était alors représentant du ministère de l'Éducation nationale, alors que Étienne Wolff était le président de cette fondation. Il en devint en 1996, sous la présidence d'Édouard Bonnefous, un membre permanent en remplacement d'un membre décédé, le prince Louis de Polignac. Édouard Bonnefous lui confia d'emblée la vice-présidence, rôle qu'il assura, et je le crois avec bonheur, jusqu'à ce qu'il nous quittât. Il fut le fidèle soutien d'Édouard Bonnefous jusqu'en 2006, et il accepta de rester le mien, ce n'était pas le moindre privilège que j'avais, de rester le mien lorsque je devins le président de la Fondation. Et il me fit en confidence que s'il lui avait été donné d'être président quelques années plus tôt, il en aurait été fort heureux. Mais le président Bonnefous, ayant été président jusqu'à l'âge de 99 ans, après 22 années, vous voyez que moi, il me reste encore beaucoup de temps devant moi, après 22 années, lorsque le cher Yves Laporte aurait pu devenir président, il me fit la confidence que les ans avaient passé, que c'était un peu une charge qui l'engageait un peu trop lourdement. Il allait être avec André Miquel, au sein du bureau que je créais un bureau, le conseiller avisé de toutes mes entreprises. J'avais, dès mon entrée dans le conseil, un peu intimidé par sa présence, car il avait une réelle présence, tout le monde l'a dit, celle qu'une allure un peu sévère imposait, mais que toutefois, très rapidement, la pertinence des propos très mesurés qu'il avait et l'extrême courtoisie avec laquelle il les annonçait nous portaient presque d'emblée à accepter tout ce qu'il proposait. Sans négliger la part des arts et des lettres que la Fondation soutenait,
on devinait chez lui un penchement absolument évident pour les sciences biomédicales, ce qui ne me déplaisait pas, puisque nous nous retrouvions sur ce plan-là. Il fut aussi, et je crois que le président Bonnefous lui avait accordé dès son entrée en fonction, en charge de la sélection des candidats, fort nombreux, qui, jusqu'en 2008, sollicitèrent l'attribution d'une subvention postdoctorale, leur permettant de bénéficier, comme habituellement, un stage soit en France, soit à l'étranger. Est-il utile de préciser qu'entre 1989 et 2010, et sous sa tutelle, 663, j'ai refait le compte, 663 subventions ont été accordées pour un montant de 5,5 millions d'euros. Et c'est lui qui a présidé à l'attribution de ces bourses. Car tous les membres du Conseil participaient à la sélection des candidats, nous avions beaucoup de dossiers, mais Yves Laporte se réservait toujours le plus grand nombre de dossiers et les plus difficiles. Dois-je ajouter qu'il présentait, au cours des discussions qui suivaient, les dossiers avec un souci constant, celui qui a été souligné, d'une volonté d'être juste, absolument juste, à la fois vis-à-vis du candidat et vis-à-vis de la communauté scientifique. Et il le faisait avec cette simplicité, ce sérieux, ce calme et, je veux dire, une évidente bonté, car cet homme, on savait qu'il était bon, juste et bon. Et lorsque un candidat avait un dossier un peu incomplet, mais que son cursus universitaire ou que ses recherches avaient tout de même un intérêt, on sentait qu'alors cette bonté se manifestait en disant, après tout, le dossier a peut-être des insuffisances, mais ce garçon mérite ou cette fille mérite d'être suivie, et on le suivait dans son avis. Mais ce serait bien peu dire que de ne souligner que cet engagement qu'avait Yves Laporte au sein de notre Conseil. La jeune expérience que j'en avais au début de ma présidence trouva en ses avis un soutien que je voudrais préciser. Je vous ai dit qu'avec André Miquel, on avait fait un bureau. Nous étions tous les trois et nous discutions avant les réunions du conseil d'administration ce que nous voulions engager de transformation dans la fondation. Et il est vrai qu'avec eux deux et avec l'ensemble du conseil, bien sûr, j'ai engagé la Fondation Saint-Cher-Polignac dans des directions tout à fait nouvelles et Yves Laporte me soutint absolument dans toutes mes propositions. Quelles étaient-elles? Bien d'abord de changer les relations avec le public. Et je notais récemment que alors que le public qui venait aux manifestations artistiques de la Fondation reposait sur un éventail très restreint et que nous l'avons multiplié par 10 et que là, Yves Laporte était tout à fait d'accord. Que d'en développer aussi le secteur musical, parce que le secteur musical était l'intention majeure de la princesse Vinaretta de Polignac. Chez elle sont nés Ravel, sont nés Stravinsky, sont nés Villa-Lobos, sont nés Ravel, enfin, toute la musique qui est née dans l'école de Paris ou dans ceux qui ont précédé l'école de Paris. Et nous avons restitué ensemble des manifestations musicales avec l'accueil de résidents, c'est-à-dire de jeunes membres du conservatoire. Et ces membres du conservatoire, il y en a 800 inscrits à la Fondation, répètent dans 5 salles que nous avons créées ensemble, et 365 jours par an. C'est-à-dire que la Fondation, qui était ouverte 40 jours par an, est ouverte maintenant 365 jours par an et à la disposition des jeunes musiciens qui viennent répéter, tous très sélectionnés, sur un projet musical précis. Alors, des propositions qui tranchaient avec le passé et que je n'aurais jamais pu engager sans le soutien d'Yves Laporte, qui avait une présence tout à fait dominante dans ce conseil d'administration, tout autant que celle d'André Miquel, qui était arrivé très peu de temps après lui au conseil d'administration. Alors j'évoque avec bonheur aussi, et puis tristesse, bien sûr, en partage avec vous, ce temps révolu où je testais avec Yves Laporte mes intentions et où chacune d'entre elles recevait en général un avis, un conseil, mais aussi la plupart du temps vraiment un franc soutien. Et j'aime à me rappeler, ce qui a été dit aussi, les instants de détente et d'humour avec lesquels Yves Laporte aimait taquiner André Miquel. La grande amitié qui les liait, ce sud-ouest où ils étaient nés tous deux, les traditions propres à chacun d'eux, c'est-à-dire leur religion partagée,
catholiques, protestants, faisaient de leur échange pour nous autres vraiment des grands moments, des moments d'intense jubilation. Nous découvrions alors, ce qui a été dit aussi, un Yves Laporte gai, spirituel, taquin, riche d'histoires pittoresques, puisé dans ses souvenirs ou ailleurs. C'était finalement un temps très heureux. Vivre ensemble, c'est aussi percevoir ce qui insensiblement se devine chez chacun d'entre nous. Nous allions soupçonner bientôt les soucis de notre ami. Quelques rares confidences nous firent comprendre toutes les inquiétudes et les tourments qui l'affligeaient. Ceux que la santé de Madame Laporte imposait, tout d'abord. Et nous guettions sur ses traits, malgré l'effort qu'il faisait pour les cacher, les effets de ses difficultés. Yves Laporte allait désormais, sous nos yeux, vivre douloureusement les dernières années de sa vie. L'épreuve que fut la mort de son épouse et la découverte chez lui, au même moment, ou presque au même moment, d'un implacable mal. Courageux, il ne voulait que rien n'en paraisse. Et il assista à toutes les séances du conseil d'administration, à toutes les séances du bureau, les réunions, jusqu'en mars 2011. Et c'est après cette époque qu'un jour, il me dit qu'il ne viendrait plus. Il vivait alors, on le sait, des moments dramatiques dont il masquait toujours les effets lorsque, par téléphone ou par les visites qui lui étaient rendues, il diminuait toujours les conséquences, il atténuait toujours les nouvelles de façon à ce que finalement les choses paraissent aussi simples qu'avant alors qu'elles n'étaient pas. Aucune des propositions d'assistance que j'ai formulées au nom de la Fondation afin de réduire les nuisances que ces traitements lourds imposaient ne reçut jamais mon consentement. Je lui ai proposé plein de choses, jamais. Très touché, infiniment touché par les intentions de la Fondation à son égard, il n'en voulait pas moins affronter seul le mal qui l'accablait. Si c'est dire que le conseil d'administration de la Fondation garde de sa longue présence, très longue présence, et du rôle éminent qu'il eut en son sein, une grande part de ce qu'il voulut qu'elle soit. Et une des dernières participations importantes qu'il accorda à la Fondation, c'est lorsque les réglementations pour l'attribution des bourses devinrent si drastiques qu'il fallut redébattre des manières, des façons dont on pourrait continuer à supporter la science et les choses au sein d'une part de ces réglementations et de la crise économique qui venait. Et c'est un débat qu'il a ouvert, qu'il a essayé de clarifier avec nous, et un débat qui reste ouvert pour nous. Il resta près de nous aussi longtemps qu'il put, jusqu'à ce qu'hélas, il nous fut ravis. Et je pense qu'il reste au sein de l'histoire de la Fondation Saint-Ger-Polignac probablement aussi important que le président Poincaré, qui fut à l'origine, avec la princesse, sa fondation. Je vous remercie.